Quand j'ai ouvert ce livre de cantiques à l'église, je n'aurais jamais imaginé que je trouverais la preuve définitive que l'homme que j'appelais mon mari depuis 28 ans, celui que toute la congrégation respectait comme un diacre exemplaire, menait une double vie qui détruirait tout ce en quoi je croyais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le papier plié en 4, avec cette écriture qui n'était pas la mienne, l'appelant « mon amour » et parlant d'un enfant dont je n'avais jamais su l'existence. Là, au 3e rang du temple, pendant que la chorale répétait, j'ai senti le goût amer de la trahison se répandre comme un poison dans mon sang. Bonjour mes chers, je m'appelle Joséphine, j'ai 69 ans et je suis née en 1956, dans une petite ville de l'intérieur du Congo appelée Dolisie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 15 ans. Une histoire sur la façon dont la foi peut être utilisée comme un masque pour cacher les péchés les plus terribles, et comment moi, une femme qui a consacré sa vie à sa famille et à l'Église, j'ai découvert que j'étais mariée à un étranger. Avant de commencer, je voudrais vous demander, où regardez-vous cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. J'adore savoir que ma voix atteint tant de petits coins différents du Congo. Et si vous le pouvez, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer à raconter ses histoires. Je vais vous emmener en 1974. Je n'avais que 18 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une famille très simple, mais honnête. Mon père, Sébastien, était un travailleur acharné, cultivateur de manioc qui a passé toute sa vie sous le soleil brûlant du Congo pour s'assurer que nous, ses 6 enfants, ayons au moins de quoi manger. Ma mère, Antoinette, lavait le linge des autres et préparait des petits plats à vendre au marché le samedi. Notre maison était petite, avec un sol en terre battue, avec ses murs de terre que mon père avait lui-même construits, mais toujours propres et organisés par la main ferme de ma mère. L'odeur du café fraîchement préparé était constante dans la maison. Aujourd'hui encore, quand je sens cet arôme de café fraîchement préparé, je me souviens de l'image de ma mère se réveillant avant le lever du soleil, allumant le feu de bois, le bruit de l'eau qui bout dans la cafetière en aluminium cabossé, pendant qu'elle triait déjà les haricots pour le déjeuner. C'était une vie dure, mais il y avait de l'amour et du respect dans cette maison. Notre ville était de celles où tout le monde connaît tout le monde. Les rues de terre battue, les maisons colorées, la petite église Saint-Joseph au centre de la place principale, où les familles se retrouvaient après la messe du dimanche pour discuter et où les jeunes, comme moi, en profitaient pour échanger des regards timides. Les arbres centenaires de la place abritaient les bancs en bois où les plus âgés s'asseyaient pour raconter leurs histoires et observer la vie passée. Dans ma jeunesse, j'étais connue pour ma timidité et mon dévouement aux études. Contrairement à mes amis, qui rêvaient de petits amis et de mariage, je rêvais d'être enseignante. J'ai toujours été la première de la classe, la fille qui aidait ses camarades avec leurs leçons, qui apprenait les poèmes par cœur pour les réciter lors des fêtes de l'école. Mon cahier était impeccable, avec des lettres dessinées et des marges bien tracées. Étudier était mon échappatoire, ma façon de rêver d'un avenir différent de celui réservé à la plupart des filles de mon âge. Je fréquentais l'église baptiste locale depuis l'âge de 12 ans, quand ma tante Palmyre m'y avait emmenée pour la première fois. Mes parents étaient trop catholiques de nom, mais non pratiquants, et ils ne s'opposèrent pas quand je commençais à assister aux cultes dominicaux avec ma tante. L'église est devenue ma seconde maison. J'y chantais dans la chorale. Je participais à l'école du dimanche et je me sentais faire partie de quelque chose de plus grand. C'était dans ce temple simple, avec ses bancs en bois et ses fenêtres colorées, que je trouvais la paix et un but. C'est à l'église que j'ai rencontré Gérard, un jeune homme de 23 ans qui était récemment arrivé en ville, transféré par la banque où il travaillait. Grand, avec des cheveux bien coiffés et toujours vêtu d'un costume impeccable, chose rare dans cette ville de travailleurs agricoles, il attirait l'attention partout où il passait. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était son dévouement à l'Église et sa connaissance de la Bible. Quand il parlait lors des études bibliques, tout le monde s'arrêtait pour l'écouter, y compris le pasteur Étienne. Gérard avait une façon de parler de Dieu qui était différente. Ce n'était pas seulement la répétition de versets ou les mêmes histoires que je connaissais déjà par cœur. Il parlait d'un Dieu vivant, présent, qui se souciait de chaque détail de notre vie.
Et quand ses yeux bruns rencontraient les miens pendant ses explications, je sentais qu'il me parlait directement, comme s'il comprenait mes questions les plus profondes. Notre premier contact réel a eu lieu après un culte du dimanche soir. J'étais en train de ranger les livres de cantiques, les mettant en ordre sur les étagères derrière les bancs, quand il s'est approché pour m'aider. « Tu chantes très bien », m'a-t-il dit, en prenant un livre de cantiques de mes mains. « Ta voix se distingue dans la chorale. » J'ai senti mes joues rougir et j'ai timidement remercié. Ce fut le début de nombreuses conversations après les cultes, toujours sur des thèmes de la Bible, sur les sermons ou sur les hymnes que nous avions chantés. En peu de temps, Gérard est devenu une partie importante de l'Église. Avec sa connaissance biblique et sa facilité à traiter avec les gens, il a vite été invité par le pasteur à être professeur à l'école du dimanche et, moins d'un an plus tard, il a été consacré diacre. Toute la congrégation l'admirait, surtout les jeunes, qui voyaient en lui un exemple à suivre. Et moi, je me sentais de plus en plus spécial d'être la personne avec qui il parlait le plus. La demande de fréquentation est venue lors d'une retraite de l'Église, 6 mois après notre premier contact. Nous étions assis au bord d'un lac, pendant un moment libre des activités, quand il a pris ma main et a dit que Dieu lui avait révélé que je serais sa femme. Il a parlé de sa prière pour une compagne qui partagerait sa foi et ses valeurs, et de comment j'étais la réponse à ses prières. Il a mentionné Proverbe 31 à propos de la femme vertueuse et a dit qu'il voyait en moi toutes ses qualités. Je venais d'avoir 18 ans et je n'avais jamais eu de petit ami auparavant. Gérard a été mon premier et unique petit ami. La fréquentation a été courte et respectueuse, toujours accompagnée, comme l'exigeaient les coutumes de l'Église. Il a parlé avec mes parents, demandant leur permission, et mon père, bien que réservé, a donné sa bénédiction après avoir réalisé que Gérard avait un bon emploi et pourrait me donner une vie meilleure. Nous nous sommes mariés en janvier 1975, lors d'une cérémonie simple mais émouvante à l'église baptiste. Je portais une robe blanche que ma mère et mes tantes avaient cousue ensemble, en utilisant le tissu que Gérard avait acheté dans la grande ville. Je me souviens de l'odeur des fleurs qui décoraient l'autel, du sourire fier de mes parents, du regard ému de mes amis qui rêvaient d'être à ma place. Après le mariage, nous sommes allés vivre dans une maison que Gérard avait louée près de la banque où il travaillait. C'était la première fois que j'avais une chambre avec un sol carrelé, une cuisine avec une cuisinière à gaz, une salle de bain à l'intérieur de la maison. Pour moi, qui avais grandi dans une maison au sol de terre battue, c'était du luxe. Gérard gagnait bien sa vie comme banquier, et il tenait à me donner des conforts que je n'avais jamais eus. Les premières années de mariage ont été comme un rêve. Gérard était attentionné, affectueux, il m'apprenait le monde au-delà de notre petite ville. Le soir, nous lisions la Bible ensemble et il m'expliquait les passages que je ne comprenais pas. Les week-ends, nous consacrions notre temps à l'église, où il assumait de plus en plus de responsabilités en tant que diacre, et je le soutenais en tout, fier du mari exemplaire que Dieu avait placé dans ma vie. En 1977, je suis tombée enceinte pour la première fois. La joie était immense, surtout pour Gérard, qui a immédiatement commencé à planifier l'avenir de notre enfant. Nous avons acheté un berceau, des vêtements, nous rêvions du petit visage que nous ne connaissions pas encore. Mais à 6 mois de grossesse, j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs et, par une nuit d'orage, j'ai perdu notre premier enfant. C'était dévastateur. Le médecin a expliqué qu'il y avait un problème avec le cordon ombilical, qu'il n'y avait rien que nous aurions pu faire, mais la douleur et la culpabilité me consumaient. Gérard a été mon pilier à ce moment-là. Il a pleuré avec moi, prié avec moi, m'a assuré que ce n'était pas ma faute et que Dieu avait ses desseins. Toute la congrégation nous a soutenus avec des prières et des visites, apportant de la nourriture, offrant des mots de réconfort. Le pasteur Étienne a fait un culte spécial en mémoire du bébé, que nous n'avons pas eu la chance de connaître. En 1979, Dieu nous a bénis avec un autre fils, notre Joseph, qui est né fort et en bonne santé. 2 ans plus tard, notre Madeleine est arrivée. La maison s'est remplie de vie et de bruit, de jouets éparpillés et de rires d'enfants. J'avais abandonné mon rêve d'être enseignante pour me consacrer aux enfants, et je ne le regrettais pas.
Prendre soin d'eux, leur enseigner Dieu, les voir grandir en bonne santé et heureux était ma plus grande réalisation. Gérard était un père présent quand il était à la maison, mais son travail à la banque a commencé à exiger davantage de lui. Il y avait des promotions, des transferts temporaires vers des agences dans d'autres villes, des voyages pour des réunions et des formations. Il passait des jours, parfois des semaines, loin de la maison. Il disait toujours que c'était pour nous, pour garantir notre avenir, pour que nous puissions donner une meilleure éducation aux enfants. Et je le croyais. Parce que quand il rentrait à la maison, il apportait des cadeaux pour tous, racontait des histoires des endroits qu'il avait connus, semblait heureux d'être de retour. Les week-ends, il compensait son absence en emmenant les enfants se promener, en maintenant son dévouement à l'Église, en étant le mari et le père que tous admiraient. Mes chers qui me suivent jusqu'ici, vous percevez déjà où cette histoire va arriver. Parfois, les signes sont tous là, mais nous ne pouvons pas les voir, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous touche, laissez votre « j'aime » pour m'encourager à continuer à partager ces souvenirs. Au fil des ans, les absences de Gérard sont devenues plus fréquentes et plus longues. Il a été transféré à Brazzaville, la capitale, et ne rentrait à la maison que les week-ends. Il disait que c'était une opportunité unique de progression dans sa carrière, que nous avions besoin de ce sacrifice pour quelques années et que bientôt nous serions tous à nouveau ensemble. Les enfants ressentaient l'absence de leur père. Joseph, en particulier, qui entrait dans l'adolescence, se demandait pourquoi son père devait rester si longtemps loin. J'essayais d'expliquer, de défendre les choix de Gérard, de maintenir l'image du père héros qui se sacrifiait pour la famille. Mais au fond de mon cœur, je commençais aussi à sentir le poids de l'absence, la solitude dans les nuits vides, la responsabilité d'élever les enfants pratiquement seuls. Quand Gérard était à la maison, les week-ends, tout semblait revenir à la normale. Il participait activement à l'église, maintenait son rôle de diacre respecté, parlait avec les enfants de l'école, m'aidait dans les tâches ménagères, était le mari aimant de toujours. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Un éloignement subtil, un regard qui semblait parfois être ailleurs, même quand il était physiquement présent. Il y avait aussi de petits détails qui ont commencé à me déranger. Des appels téléphoniques qu'il recevait et s'éloignait rapidement pour parler en privé. Des explications vagues sur où il avait été ou avec qui il s'était rencontré. Des agendas de travail qui changeaient soudainement. Mais j'écartais ces préoccupations, les attribuant au stress du travail, à la pression qu'il devait ressentir pour se maintenir bien dans la banque, pour continuer à subvenir à nos besoins. Après tout, nous étions une famille chrétienne, dévouée à l'Église. Gérard était diacre, un homme que tous respectaient pour sa foi inébranlable, pour sa connaissance des Écritures, pour son dévouement à l'œuvre de Dieu. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de mal? Comment pourrais-je douter de lui, après tant d'années ensemble, après tout ce que nous avions construit? C'était en 1993, quand Joseph avait 14 ans et Madeleine 12 ans, que les premières preuves concrètes ont commencé à apparaître. Un relevé bancaire arrivé par la poste d'un compte que je ne connaissais pas. Une conversation téléphonique que j'avais partiellement entendue où il parlait d'un appartement. La mention désinvolte, par un collègue de banque qui nous rendait visite, d'une fête à laquelle Gérard avait amené sa femme, alors que je n'étais pas à Brazzaville avec lui. Chaque petite preuve était comme une pièce de puzzle que je ne voulais pas assembler. Chaque soupçon était rapidement étouffé par ma foi et mon besoin de croire en l'homme que j'avais choisi pour partager ma vie. L'homme qui était le père de mes enfants, qui était respecté à l'Église, qui parlait toujours d'intégrité et de valeurs chrétiennes. Quand j'ai confronté Gérard au sujet du relevé bancaire, il a expliqué que c'était un compte pour économiser de l'argent pour l'université des enfants, qu'il voulait faire une surprise. Quand j'ai demandé à propos de l'appartement, il a dit que c'était un investissement, qu'il pensait à notre avenir, à notre retraite. Quand j'ai mentionné le commentaire du collègue, il a ri et a dit que l'homme devait confondre les histoires, qu'il était allé à la fête seul ou peut-être avec d'autres collègues de travail. Et je l'ai cru, parce que je voulais croire, parce que l'alternative était trop douloureuse à considérer, parce qu'admettre la possibilité de trahison serait admettre que toute ma vie était construite sur un mensonge. Que l'homme que j'admirais, que je respectais, que j'aimais,
n'était pas celui que je pensais. Les années suivantes ont été un équilibre délicat entre soupçon et déni, entre preuves et explications, entre ce que mon cœur savait et ce que mon esprit refusait d'accepter. Gérard continuait à être absent pendant la semaine, revenant à la maison les week-ends pour maintenir son image de père et de diacre exemplaire. Je continuais à être l'épouse dévouée, la mère présente, la femme de foi que tous connaissaient. Nos enfants ont grandi, ont terminé l'école secondaire, ont commencé à faire des projets pour l'université. Joseph a décidé d'étudier le droit à Brazzaville et Gérard l'a reçu dans son appartement dans la capitale. « Comme ça vous pouvez économiser sur le logement, a-t-il dit, et je peux passer plus de temps avec notre fils. » Cela semblait être une solution parfaite. Madeleine est restée à la maison avec moi, étudiant pour les examens d'entrée, rêvant de poursuivre une carrière en médecine. En 2003, quand Madeleine est aussi allée à Brazzaville pour étudier la médecine, Gérard a suggéré que je déménage dans la capitale avec eux. « Les enfants sont déjà là, mon travail est là, cela a du sens que nous soyons enfin tous ensemble », a-t-il argumenté. J'ai hésité. Dolisie était ma maison, l'église était ma communauté, j'avais créé des racines là pendant presque 30 ans. Mais l'idée de réunir la famille à nouveau était tentante. Après tant d'années à vivre pratiquement comme une mère célibataire pendant la semaine, la perspective d'avoir mon mari à la maison tous les jours, d'être près de mes enfants, a pesé plus lourd que l'attachement à la ville. Arrivée à Brazzaville, j'ai été surprise quand Gérard m'a emmenée dans un appartement différent de celui que j'imaginais. « Celui-ci est juste pour nous », a-t-il expliqué. « Joseph et Madeleine sont dans un autre appartement, plus petit, plus près de l'université. » Cela avait un sens pour moi. Les jeunes avaient besoin d'indépendance, et nous avions besoin d'intimité. L'appartement était beau, spacieux, dans un quartier agréable. Plus luxueux que ce à quoi j'étais habituée, mais Gérard a expliqué que son salaire avait augmenté considérablement ces dernières années, qu'il avait fait de bons investissements, que nous pouvions nous permettre ce confort. La vie à Brazzaville était différente. Tout était plus rapide, plus bruyant, plus impersonnel. Les gens étaient plus fermés. Les relations étaient plus superficielles. Je me sentais, d'une certaine façon, une étrangère. Nos enfants venaient nous rendre visite régulièrement, mais semblaient toujours pressés, occupés avec leurs études, stages, amis. Gérard continuait à beaucoup travailler, arrivant tard à la maison, partant tôt le matin. Même en vivant dans le même appartement, parfois nous passions des jours à n'échanger que quelques mots rapides. La proximité physique ne s'est pas traduite par l'intimité émotionnelle que j'espérais. C'est difficile jusqu'à aujourd'hui de revivre ces moments. Parfois je me demande comment j'ai pu supporter tant. Vous qui me suivez jusqu'ici, qu'en pensez-vous que j'aurais dû faire? Dites-le moi dans les commentaires. C'était en 2004, 1 an après notre déménagement à Brazzaville, que j'ai trouvé la lettre. Je ne cherchais pas. Je n'espionnais pas. C'était un accident, de ceux qui semblent être l'œuvre du destin, ou peut-être la main de Dieu révélant ce qui devait être révélé. C'était un dimanche matin, nous nous préparions à aller à l'église. Gérard était parti plus tôt pour une réunion de diacres, et j'étais seule à la maison, m'habillant tranquillement. J'ai remarqué que le livre de cantiques que nous avions l'habitude d'apporter à l'église était usé, les pages se détachant. Nous avions décidé d'en apporter un plus neuf que nous avions à la maison. En ouvrant le livre de cantiques, pour vérifier s'il était en bon état, un papier plié est tombé par terre. Mon premier instinct était de le remettre dans le livre de cantiques sans lire, respectant la vie privée de Gérard, imaginant que c'était une note sur l'église ou le travail. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être la façon dont il était plié, soigneusement en 4 parties égales. Peut-être le papier différent, plus fin, avec des bords colorés, qui ne semblaient pas être d'une note occasionnelle. Quand j'ai déplié le papier, mon monde s'est effondré. C'était une lettre d'amour. Une lettre écrite à la main, d'une écriture féminine, adressée à « mon bien-aimé Gérard ». La lettre parlait de manque, de moments partagés, de plans pour l'avenir. Elle mentionnait un autre Jean qui avait la nostalgie de son père, qui demandait quand ils pourraient passer plus de temps ensemble. La lettre était signée par Dominique, un nom que je connaissais. C'était une femme de l'église de Brazzaville, une veuve qui participait au même groupe de prière que moi. Une femme qui avait toujours été particulièrement attentionnée envers Gérard, qui demandait toujours de ses nouvelles quand il n'était pas présent.
une femme que j'avais reçue chez moi pour des dîners, pour des études bibliques, pour des moments de prière. Mes genoux ont faibli. Je me suis assise sur le lit, le papier tremblant dans mes mains, relisant chaque mot, essayant de trouver une interprétation différente, une explication qui ne soit pas l'évidente. Mais il n'y avait pas moyen de nier. Les mots étaient clairs, le sens était clair. Gérard, mon mari de presque 30 ans, le diacre exemplaire, le père de mes enfants, vivait une autre vie. Combien de questions ont explosé dans mon esprit à ce moment-là? Qui était Jean? Quel âge avait-il? Depuis combien de temps cette relation existait-elle? Les autres à l'église étaient-ils au courant? Mes enfants savaient-ils? Combien d'autres mensonges Gérard avait-il racontés au fil des années? Le choc initial a cédé la place à une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une colère qui montait dans ma poitrine, qui serrait ma gorge, qui faisait brûler mes yeux de larmes qui refusaient de couler. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Je ne pouvais pas affronter Gérard en public. Je ne pouvais pas m'asseoir à côté de lui sur le banc de l'église, chanter des hymnes sur la vérité et la sainteté, tout en tenant cette preuve de son hypocrisie. Je suis restée à la maison, assise dans le salon, la lettre ouverte sur la table, attendant son retour. Les heures traînaient. Chaque minute semblait une éternité. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas penser clairement. J'attendais simplement, avec un nœud dans l'estomac et un poids sur la poitrine qui rendait la respiration difficile. Gérard est arrivé en début d'après-midi, inquiet que je ne sois pas allée à l'église. « Tu ne te sentais pas bien, ma chérie ?» a-t-il demandé en entrant dans le salon. Son ton préoccupé, son expression attentionnée, semblait si authentique que pendant un moment j'ai presque douté de ce que j'avais lu. Mais ensuite mes yeux se sont posés sur la lettre sur la table et la réalité m'a frappé à nouveau comme un coup de poing dans l'estomac. « Qui est Jean, Gérard ?» ai-je demandé sans détour en montrant la lettre. Le changement sur son visage a été immédiat. L'inquiétude a cédé la place au choc, puis à la peur, et enfin à une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de honte et de soulagement, comme si un grand poids était retiré de ses épaules. Il s'est assis lourdement sur le canapé, sans me regarder directement, les yeux fixés sur la lettre. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé, sa voix presque un murmure. « Dans le livre de Cantiques, » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'attendais. « Qui est Jean, Gérard ? Qui est ce garçon qui manque à son père ? Qui est ce garçon qui, apparemment, est ton fils avec Dominique ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge au mur, le son lointain de la circulation dehors, les battements accélérés de mon propre cœur. Finalement, Gérard a levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu n'était pas le regard provocateur d'un homme prêt à un nouveau mensonge, mais le regard vaincu d'un homme fatigué de se cacher. « Jean a 21 ans, a-t-il finalement dit. C'est mon fils avec Dominique, ça a commencé avant que je te rencontre, a-t-il essayé d'expliquer, mais sa voix affaiblie. Les calculs n'avaient pas de sens. Si le jeune homme avait 21 ans en 2004, il était né en 1983, 8 ans après notre mariage, 4 ans après la naissance de notre Joseph, 2 ans après la naissance de notre Madeleine. Il n'y avait aucun moyen que cela ait commencé avant. « Ne me mens pas, Gérard, » ai-je dit, la voix tremblante de colère contenue. « N'ose pas me mentir maintenant. Jean est né en 1983. Nous étions déjà mariés depuis 8 ans. Nous avions déjà 2 enfants. Tu as trahi notre famille. Tu as trahi nos vœux. Tu as trahi notre Église. » C'était comme si un barrage s'était rompu. Les larmes que j'avais retenues depuis le matin ont commencé à couler librement. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, de celles qui coulent discrètement sur le visage. C'étaient des sanglots profonds, qui venaient du fond de la poitrine, qui secouaient tout mon corps. Des années de soupçons niés, de signes ignorés, de confiance trahie, explosant d'un coup. Gérard a essayé de s'approcher, de tendre la main pour me toucher, mais j'ai reculé comme si son toucher pouvait me brûler. « S'il te plaît, Joséphine, laisse-moi expliquer, » a-t-il supplié. Ce n'est pas si simple. Mais qu'est-ce qui pouvait être simple dans une trahison qui durait depuis des décennies? Qu'est-ce qui pouvait expliquer une double vie maintenue pendant si longtemps? Qu'est-ce qui pouvait justifier les mensonges, les secrets, l'enfant caché?
Dominique était enceinte quand je t'ai rencontré, a-t-il commencé, les mots sortant avec difficulté. Nous avions une relation avant, quand je vivais à Brazzaville, avant d'être transférée à Dolisie. Quand j'ai appris la grossesse, j'ai paniqué. Je ne me sentais pas prêt à être père, je ne savais pas quoi faire. Je le regardais fixement, incapable de parler, alors qu'il continuait sa confession. J'ai demandé un transfert à l'intérieur pour fuir la situation. Dominique a accepté de ne pas me chercher, d'élever l'enfant seul. Je promettais d'envoyer de l'argent, d'aider financièrement, mais je ne voulais pas assumer publiquement. Quand je suis arrivée à Dolisie, j'ai connu l'église, je t'ai rencontré, et j'ai vu une opportunité de recommencer, d'avoir la vie que je pensais devoir avoir. Chaque mot était comme un couteau qui tournait dans ma poitrine. Notre rencontre, notre fréquentation, notre mariage, tout basé sur un mensonge. Je n'étais pas la réponse à ses prières, comme il me l'avait dit. J'étais une fuite, une solution à un problème, une façade pour cacher son passé. Mais Jean est né en 1983, ai-je réussi à dire entre les sanglots. C'était 8 ans après notre mariage. Gérard a baissé les yeux, la honte évidente sur son visage. Quand j'ai été transférée de nouveau à Brazzaville, j'ai retrouvé Dominique. Elle s'était mariée avec un autre homme, elle suivait sa vie, mais nous nous sommes retrouvés à l'église et nous avons recommencé à nous voir. Jean est le fruit de ces retrouvailles. Je me sentais trompée, trahie, utilisée. Non seulement par la liaison extra-conjugale, mais par le réseau élaboré de mensonges construits au fil des ans. Les voyages d'affaires, les nuits dehors, les appels secrets, tout prenait sens maintenant. Pendant que j'élevais nos enfants à Dolisie, Gérard vivait une vie parallèle à Brazzaville avec une autre femme, avec un autre fils. Et quand tu as suggéré que nous déménagions à Brazzaville, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. C'était pour être plus proche d'eux, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir avec la réunion de notre famille? Gérard n'a pas répondu, mais son silence était une confirmation suffisante. Le déménagement à Brazzaville n'était pas pour nous rapprocher, mais pour faciliter sa double vie. Les 2 appartements, un pour nous, un autre supposément pour nos enfants, cachés en probablement plus de mensonges. Peut-être que Joseph et Madeleine ne vivaient même pas dans l'autre appartement. Peut-être que c'était là que Gérard vivait avec Dominique et Jean quand il n'était pas avec moi. À ce moment de ma vie, je ne savais vraiment pas si je pourrais aller de l'avant. L'incertitude était ma seule compagne constante. Avez-vous déjà ressenti cette peur de l'inconnu? Laissez votre cœur dans les commentaires si ce récit vous touche. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et de décisions. Gérard a essayé d'expliquer, de justifier, de demander pardon. Il a parlé de comment il s'était senti divisé toutes ces années, comment la culpabilité le consumait, comment il avait essayé plusieurs fois de rompre avec Dominique, mais n'avait jamais pu abandonner son fils. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il aimait nos enfants, qu'il n'avait jamais voulu nous faire de mal. Mais chaque mot de justification ne faisait qu'approfondir la blessure. Chaque tentative d'explication ne faisait que rendre plus clair le niveau de tromperie, la profondeur de la trahison. Ce n'était pas juste une aventure, un moment de faiblesse. C'était toute une vie construite sur des mensonges, une farce maintenue pendant près de 3 décennies. Cet après-midi-là, j'ai pris quelques vêtements et j'ai quitté l'appartement. Je ne savais pas où aller. Je ne connaissais pas beaucoup de personnes à Brazzaville, en dehors des membres de l'église, et je ne pouvais pas me tourner vers eux. Je ne savais pas qui d'autre était au courant de la situation, qui d'autre avait participé au mensonge. J'ai fini dans un hôtel simple, près de la gare routière, où j'ai passé la nuit à pleurer, à prier, essayant de comprendre comment ma vie s'était effondrée en quelques heures. Le lendemain, j'ai appelé Joseph et Madeleine. J'avais besoin de les voir, de leur parler, de découvrir s'ils savaient quelque chose. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'université, un lieu neutre, public, où je pouvais maintenir ma composition. En regardant les visages de mes enfants, je cherchais des signes de connaissance, de complicité, toute indication qu'ils faisaient partie de la grande tromperie. Mais je n'ai vu que de l'inquiétude sincère dans leurs yeux, de la confusion quand ils ont remarqué mon état émotionnel. « Maman, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dans un hôtel? Vous vous êtes disputée ?» a demandé Madeleine, tenant mes mains tremblantes sur la table recouverte de plastique usé. Les mots se sont coincés dans ma gorge.
Comment dire à mes enfants que le père qu'ils admiraient, qu'ils voyaient comme un exemple de droiture et de foi, vivait une double vie? Comment détruire l'image qu'ils avaient de lui, la confiance qu'ils plaçaient en lui? Mais la vérité devait être dite, aussi douloureuse soit-elle. « Votre père », ai-je commencé, mais les larmes sont revenues. J'ai respiré profondément, essayant de me recomposer. « Votre père a une autre famille. Il a un fils avec une autre femme, un fils qui a 21 ans. » Le choc sur les visages de Joseph et Madeleine a été immédiat. Madeleine a porté sa main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Joseph a durci son expression, passant du choc à la colère en quelques secondes. « Ce n'est pas possible, » a dit Joseph, la voix tendue. « Papa est diacre. Il nous a toujours enseigné l'honnêteté, la fidélité. » « J'ai trouvé une lettre, ai-je expliqué, la voix plus ferme. Une lettre d'une femme appelée Dominique, parlant de leur fils, Jean. J'ai confronté votre père et il a tout avoué. Il maintient cette autre vie depuis des années. » Le silence qui a suivi a été lourd, chacun de nous absorbant l'impact de cette révélation dans nos propres vies. Madeleine pleurait silencieusement, tandis que Joseph semblait lutter contre une tempête intérieure d'émotions. « Vous saviez ?» ai-je finalement demandé, la question qui me tourmentait le plus. « Vous viviez à Brazzaville plus longtemps que moi. Avez-vous jamais soupçonné, vu quelque chose, entendu quelque chose ?» Les deux ont nié avec véhémence, et je les ai crus. La douleur dans leurs yeux, la confusion, la colère, tout semblait authentique. Ils avaient aussi été trompés, aussi été trahis par l'homme qui devait être leur exemple, leur protecteur. « En fait, maman, » a dit Joseph après un moment, « nous n'avons jamais vécu dans cet appartement dont papa parlait. Il nous a aidés à louer des chambres près de l'université. Il disait toujours que c'était pour que nous soyons plus proches, pour que nous soyons plus indépendants. » Un autre mensonge. Le supposé appartement pour les jeunes n'avait probablement jamais existé. C'était juste une pièce de plus dans la farce élaborée que Gérard avait construite. Les jours suivants ont été un flou de douleurs et de décisions difficiles. Joseph a confronté son père, une discussion animée qui a presque abouti à la violence. Madeleine alternait entre des périodes de pleurs incontrôlables et un silence de mort. J'oscillais entre une colère dévastatrice et un vide profond, comme si une partie de moi était morte ce dimanche quand j'ai trouvé la lettre. J'ai pensé à retourner à Dolisie, à la sécurité de ma communauté, au réconfort des amis qui me connaissaient depuis toujours. Mais la honte me retenait. Comment expliquer ce qui s'était passé? Comment affronter les regards, les questions, les chuchotements? De plus, notre maison là-bas avait été vendue quand nous avons déménagé à Brazzaville. Je n'avais nulle part où retourner. Une semaine après la découverte, j'ai pris une décision qui changerait le cours de ma vie. Je ne retournerai pas vers Gérard. Je n'accepterai pas ses explications ou excuses. Je n'essaierai pas de sauver un mariage qui avait été une farce depuis le début. À 48 ans, après près de 3 décennies comme épouse de Gérard, je recommencerai ma vie. Seule. Avec l'aide de Joseph, qui étudiait le droit, j'ai entamé la procédure de divorce. C'était douloureux, humiliant, épuisant. Gérard a essayé par tous les moyens de me convaincre d'abandonner. Il a promis de rompre avec Dominique, il a promis de se consacrer exclusivement à notre famille, il a promis d'être l'homme qu'il avait juré d'être à l'autel. Il est trop tard, ai-je dit lors de notre dernière conversation en tête-à-tête, avant que les avocats ne prennent en charge toute la communication. Ce n'est pas seulement à propos de la trahison, Gérard, c'est à propos du mensonge, à propos de la vie que tu as construite basée sur des tromperies, à propos des choix que tu m'as enlevés quand tu as décidé de cacher la vérité. Je ne connaissais pas l'homme avec qui j'étais mariée. Tout était un mensonge. La nouvelle du divorce s'est rapidement répandue dans l'église. Comme prévu, il y a eu des regards, des questions, des chuchotements. Gérard a été écarté de sa position de diacre, bien qu'il ait été autorisé à continuer à assister au culte. L'Église prêchait le pardon, la rédemption, la seconde chance. Pour moi, cependant, il n'y avait plus de place dans cette communauté. Chaque visage familier me rappelait la tromperie. Chaque banc d'église gardait des souvenirs qui étaient maintenant entachés. Changer d'église n'était pas suffisant. Tout Brazzaville semblait trop petit, étouffant. À chaque coin de rue, je craignais de rencontrer Gérard, ou Dominique, ou ce Jean,
le jeune homme qui partageait le sang de mes enfants sans qu'ils le sachent. J'avais besoin d'un nouveau départ, un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais reconstruire mon identité sans l'ombre du passé. Avec l'argent du partage des biens, j'ai loué un petit appartement à Pointe-Noire, ville au sud du Congo, assez loin de Brazzaville mais toujours dans le même pays, pour que je puisse voir mes enfants avec une fréquence relative. C'était un lieu modeste, très différent du confort que j'avais connu ces dernières années, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui n'était qu'à moi, où les décisions étaient toutes les miennes, où je n'avais pas besoin de vivre selon les attentes de quiconque. La première année seule a été la plus difficile. Il y avait des jours où la solitude semblait une présence physique, assise à côté de moi sur le canapé, couchée avec moi dans le lit, me regardant dans le miroir de la salle de bain. Il y avait des nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir, me souvenant des bons moments avec Gérard, me demandant si j'avais fait le bon choix, si je n'aurais pas dû essayer de pardonner, de reconstruire, comme ma foi me l'enseignait. Mais il y avait aussi des moments d'une liberté que je n'avais jamais expérimentée. La liberté de décider quoi manger, quoi regarder à la télé, à quelle heure dormir. La liberté de découvrir qui j'étais, au-delà d'épouse et de mère, au-delà des rôles que j'avais joués toute ma vie d'adulte. C'était effrayant et excitant en même temps, comme apprendre à marcher à nouveau après des décennies à utiliser des béquilles. J'ai trouvé une église plus petite, plus simple, où personne ne connaissait mon histoire, où je pouvais être simplement Joséphine, une femme d'âge moyen qui venait au culte seule. Je n'ai assumé aucun rôle de leadership, je n'ai rejoint aucun groupe, je n'ai pas partagé mon passé. La foi continuait d'être mon pilier, mon réconfort, mais ma relation avec elle avait changé. C'était quelque chose de plus intime, plus personnel, moins sur les apparences et plus sur une connexion authentique avec Dieu. Pour survivre financièrement, je suis retournée à un vieux rêve, enseigner. J'ai commencé à donner des cours particuliers de soutien aux enfants du quartier. Mon salon se transformait en une petite salle de classe tous les après-midi, avec des petites tables improvisées, des cahiers éparpillés, l'odeur des crayons fraîchement taillés. Ce n'était pas la carrière d'enseignante dont j'avais rêvé dans ma jeunesse, mais c'était une façon d'utiliser mes connaissances, de sentir que je contribuais, que j'avais un but. Mes enfants venaient me rendre visite quand ils le pouvaient. Joseph, en particulier, appelait presque quotidiennement, inquiet pour mon bien-être, pour mon adaptation à la nouvelle vie. Madeleine a mis plus de temps à traiter tout ce qui s'était passé, plus réticente à accepter la nouvelle réalité de notre famille. Pendant quelques mois, elle a maintenu le contact tant avec moi qu'avec son père, essayant de ne pas prendre parti, essayant de préserver un certain sens de normalité. Mais la colère l'a finalement consumée aussi, et sa relation avec Gérard est devenue distante, formelle, limitée aux occasions spéciales et aux conversations superficielles. C'est par mes enfants que j'ai appris que Gérard avait assumé publiquement sa relation avec Dominique peu après notre divorce. Il s'était marié lors d'une cérémonie discrète, loin des regards de la communauté baptiste. Jean, le fils que je n'ai jamais connu, avait été formellement présenté à la famille étendue de Gérard, à ses collègues de travail, aux quelques amis qui sont restés à ses côtés après le scandale. La nouvelle a fait mal, bien sûr. Malgré toute la colère, toute la douleur, une partie de moi ressentait encore du ressentiment à l'idée que Gérard reconstruise sa vie, trouvant un bonheur qui semblait avoir été construit sur les décombres du mien. Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, trouvait la paix dans l'idée que cette histoire n'était plus la mienne, que j'avais tourné la page, que j'écrivais un nouveau chapitre, un qui n'était qu'à moi. 3 ans après le divorce, en 2007, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Joseph. Sa voix tremblait d'émotion au téléphone. « Maman, a-t-il dit, j'ai rencontré Jean, mon demi-frère. » Mon cœur s'est accéléré. Jean, le jeune homme dont l'existence avait détruit mon mariage, dont la lettre avait révélé la double vie de Gérard. Jean, qui partageait le sang de mes enfants, qui faisait partie de la famille que je ne connaissais pas. « Comment est-ce arrivé ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme, bien que ma main serrât le téléphone avec suffisamment de force pour que mes articulations deviennent blanches. « C'était par hasard, » a expliqué Joseph. Il travaille dans le même cabinet d'avocats où je fais mon stage. J'ai entendu quelqu'un l'appeler par son nom complet,
Jean Gérard, et quelque chose a attiré mon attention. Nous avons commencé à parler et... Maman, il est le portrait craché de papa. Même yeux, même sourire. Impossible de le nier. Joseph a raconté comment la conversation avait progressé, comment les coïncidences s'étaient accumulées, comment finalement la vérité avait émergé. Ils étaient frères, fils du même père. Jean, apparemment, était aussi choqué que Joseph. Il connaissait l'existence de ses demi-frères et sœurs, mais n'avait jamais tenté un contact, respectant les limites établies par ses parents, évitant de compliquer davantage une situation déjà complexe. « Il est sympa, maman », a dit Joseph, sa voix mêlant excitation et incertitude. C'est étrange à dire, mais je l'ai bien aimé. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté sa version de l'histoire, comment c'était de grandir en sachant que son père avait une autre famille, comment il se sentait divisé, coupable. J'ai ressenti une pointe de compassion pour ce jeune homme que je n'avais jamais rencontré. Lui aussi avait été victime des choix de Gérard et Dominique. Lui aussi avait grandi dans une situation qu'il n'avait pas choisie. Pendant des années, j'avais concentré ma colère sur Gérard, sur Dominique, mais je n'avais jamais beaucoup pensé à Jean, à ce que ça avait dû être pour lui de grandir en sachant qu'il était un secret, que son existence devait être cachée. « Ça va pour toi ?» ai-je demandé à Joseph. « De le rencontrer, d'avoir une relation avec lui ?» Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. « Je crois que oui », a-t-il finalement répondu. « Ce n'est pas sa faute, tu sais. Et c'est étrange, mais c'est bien d'avoir un grand frère. Nous avons toujours été justes, Mada et moi, et il semble vraiment intéressé à nous connaître, à faire partie de notre vie d'une certaine façon. » Dans les semaines qui ont suivi, Joseph a organisé une rencontre entre Madeleine et Jean. Ce fut plus difficile pour elle d'accepter la situation, plus réticente à faire de la place dans sa vie pour ce nouveau frère qui représentait tout ce qui avait détruit notre famille. Mais finalement, la curiosité et peut-être un besoin de clôture l'ont amenée à accepter la rencontre. La photo que Joseph m'a envoyée après, les trois ensemble, souriant, dans un café à Brazzaville, a provoqué des sentiments contradictoires. Il y avait une douleur profonde à voir les traits de Gérard sur le visage du jeune homme que je n'avais jamais connu, à penser à toutes ces années de mensonges, à tout ce qui aurait pu être différent si la vérité avait été révélée plus tôt. Mais il y avait aussi un étrange réconfort à voir mes enfants trouver une sorte de paix, une sorte de résolution au milieu du chaos que nos vies étaient devenues. En 2009, 5 ans après la découverte qui avait tout changé, j'ai reçu un autre appel inattendu. Cette fois, c'était Madeleine, sa voix urgente, tendue. « Maman, papa a eu un accident vasculaire cérébral. Il est à l'hôpital, dans un état grave. » Mon premier instinct a été de prendre le prochain bus pour Brazzaville, d'être aux côtés de mes enfants dans ce moment difficile. Mais ensuite, la réalité m'a frappée. Je n'étais plus l'épouse de Gérard. Ce rôle appartenait maintenant à Dominique. Ma place n'était plus à ses côtés dans les moments de crise. « Voulez-vous que je vienne ?» ai-je demandé, incertaine de mon rôle dans cette situation. « Je ne sais pas », a répondu Madeleine avec honnêteté. « Nous sommes tous très confus. Dominique est ici, Jean aussi. C'est compliqué. J'ai décidé d'attendre, de donner de l'espace à mes enfants pour qu'ils traitent la situation, pour qu'ils trouvent leur propre équilibre dans cette nouvelle crise. J'ai appelé quotidiennement, offrant un soutien à distance, prête à aller à Brazzaville au premier signe qu'ils avaient besoin de moi. Mais ce signe n'est pas venu. Gérard a survécu à l'AVC, mais avec des séquelles importantes. Perte partielle des mouvements du côté droit, difficulté d'élocution, besoin de soins constants. Dominique a assumé le rôle de soignante principale, avec l'aide de Jean, qui avait reporté ses projets de mariage pour aider ses parents dans ce moment difficile. C'est Joseph qui a suggéré que je rende visite à Gérard à l'hôpital avant qu'il ne reçoive son congé. « Je pense que ce serait bon pour vous deux », a-t-il dit. Une sorte de clôture, peut-être. À contre-cœur, j'ai accepté. L'hôpital était un terrain neutre, un lieu où nous pouvions nous rencontrer sans les complications de territoire ou de souvenirs partagés. J'ai choisi un moment où je savais que Dominique ne serait pas présente, non par peur ou colère, mais par respect, par désir de ne pas compliquer davantage une situation déjà délicate. Entrer dans cette chambre d'hôpital et voir Gérard, autrefois si fort et vibrant, maintenant diminué, vulnérable, fut un choc.
Son visage était partiellement paralysé, la bouche tombante d'un côté, l'œil droit à demi fermé. Ses cheveux, autrefois à peine grisonnants, étaient maintenant complètement blancs, s'éclaircissant au sommet de la tête. Il semblait avoir vieilli de décennies en seulement quelques années. « Joséphine », a-t-il dit, la voix traînante, difficile à comprendre. « Tu es venue. » Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, gardant une distance respectueuse, incertaine de ce que je devais dire, de pourquoi j'étais vraiment là. Que dit-on à un homme qui a été votre mari pendant près de 30 ans, qui a été le père de vos enfants, qui a trahi votre confiance de la manière la plus profonde possible? Les enfants sont inquiets pour toi, ai-je finalement dit, optant pour la neutralité, pour la sécurité. Gérard a lentement acquiescé, l'effort évident dans chaque mouvement. Ils sont de bons enfants, a-t-il réussi à dire. Tu les as bien élevés. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, le seul son dans la pièce étant le bip constant des moniteurs et le bourdonnement de la climatisation. Il semblait impossible de combler l'abîme qui s'était ouvert entre nous, impossible de trouver des mots qui pourraient traverser les années de chagrin, de mensonges, de vies séparées. « Pourquoi ?» ai-je finalement demandé, la question qui m'avait tourmenté pendant 5 ans, la question à laquelle je n'avais jamais reçu de réponse satisfaisante. Pourquoi maintenir le mensonge pendant si longtemps? Pourquoi ne pas tout terminer, poursuivre ta vie avec elle, me permettre de poursuivre la mienne? Gérard a fermé les yeux, soit par fatigue, soit pour éviter mon regard. Quand il les a rouverts, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage ridé. « Peur », a-t-il simplement dit. « Peur de tout perdre. Toi, les enfants, l'Église, le respect. Lâche. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une triste constatation, une admission tardive de ce qui avait toujours été évident. Un homme qui avait peur de perdre ce qu'il avait, qui croyait pouvoir tout avoir, qui n'avait pas considéré le coût humain de ses choix. « Pardonne ?» a-t-il demandé, tendant sa main tremblante vers moi, la main qui n'avait pas été affectée par la paralysie. J'ai regardé cette main, la même qui avait tenu la mienne à l'hôtel, qui m'avait fait signe quand il partait pour ses voyages d'affaires, qui avait caressé mon visage dans des moments d'intimité qui semblèrent maintenant appartenir à une autre vie, à une autre personne. J'ai senti le poids de cette question, le poids de 5 ans de traitement, de guérison, de reconstruction. « J'essaye », ai-je répondu avec honnêteté. « Pas pour toi, mais pour moi. Parce que le ressentiment est un poison que j'ai bu en espérant que tu mourrais, mais qui ne faisait que me tuer. J'apprends à lâcher prise, à laisser aller. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ça ne signifie pas faire comme si ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. » Gérard a acquiescé, acceptant ma réponse imparfaite, mon pardon incomplet. Nous avons parlé un peu plus des enfants, de comment étaient nos vies séparées, évitant de toucher aux blessures les plus profondes, aux parties les plus douloureuses de notre histoire partagée. Quand je lui ai dit au revoir, il n'y avait pas le sentiment de clôture que Joseph avait suggéré, mais peut-être un petit pas vers une sorte de paix. L'année suivante, en 2010, Gérard est décédé des suites de complications d'un second AVC. Joseph m'a appelé avec la nouvelle, sa voix brisée par les pleurs. « Il est parti, maman », a-t-il simplement dit. J'ai assisté aux funérailles, me tenant discrètement à l'arrière de la chapelle, respectant le rôle de Dominique en tant que veuve officielle, en tant que femme qui avait pris soin de lui dans ces derniers mois. J'ai vu Jean pour la première fois, un jeune homme de près de 30 ans qui ressemblait étonnamment à Gérard quand je l'ai connu. J'ai vu comment il prenait soin de sa mère en deuil, son bras protecteur autour de ses épaules, son regard attentif à ses besoins. La cérémonie était étrangement surréaliste. J'ai entendu des gens parler de Gérard comme d'un homme de famille, comme un exemple de foi, comme quelqu'un qui laissait un héritage d'intégrité et d'amour. Une partie de moi voulait crier, exposer la vérité, montrer que l'homme dans le cercueil avait vécu une vie de mensonge. Mais quel en serait le but? Qui bénéficierait de plus de douleur, de plus d'exposition? Après les funérailles, Joseph m'a officiellement présenté à Jean. Ce fut un moment étrange, chargé d'émotions contradictoires. Il a tendu la main, hésitant, incertain de la façon de m'aborder, de quel serait son rôle dans cette rencontre. « Madame Joséphine »,
a-t-il dit, sa voix étonnamment similaire à celle de Gérard. Merci d'être venu. Je sais que ce doit être difficile pour vous. J'ai regardé ce jeune homme qui n'était pas responsable de la situation dans laquelle il était né, qui avait aussi été victime des choix de ses parents. J'ai vu le fils de l'homme que j'avais aimé, le frère de mes enfants, une partie de la famille que je n'avais jamais connue. « Tu peux m'appeler Joséphine ?» ai-je dit, acceptant sa main. « C'est bon de te rencontrer enfin, Jean. » Ce fut un petit début, maladroit, mais c'était un début. Dans les années qui ont suivi, nous avons maintenu un contact distant mais cordial. Nous ne sommes pas devenus des amis intimes, nous n'avons pas partagé de secrets ou de moments profonds, mais il y avait un respect mutuel, une reconnaissance du lien indirect que nous partagions à travers Joseph et Madeleine. En 2012, 8 ans après la découverte qui a changé ma vie, j'ai reçu une invitation inattendue. Jean se mariait et avait invité non seulement Joseph et Madeleine, mais aussi moi. L'invitation était accompagnée d'une lettre manuscrite. « Chère Joséphine », disait la lettre, « je sais que notre connexion est compliquée, marquée par la douleur et des choix qui n'étaient pas les nôtres. Mais vous êtes la mère de mes frères et sœurs, et à travers eux, j'ai appris à vous admirer et à vous respecter. Votre présence à mon mariage serait un honneur et un pas vers la guérison que nous cherchons tous encore. Affectueusement, Jean. » J'ai pleuré en lisant ces mots, touché par la générosité de ce geste, par la maturité qu'il démontrait, par l'opportunité de guérison qu'il offrait. J'ai décidé d'accepter l'invitation, pas seulement pour lui ou pour mes enfants, mais pour moi-même. C'était une chance de fermer un chapitre, de me montrer à quel point j'avais grandi, à quel point j'avais surmonté. Le mariage a eu lieu à Brazzaville, dans une église différente de celle que je fréquentais quand j'y vivais. J'ai vu Dominique pour la première fois depuis les funérailles de Gérard. Elle semblait avoir beaucoup vieilli ces dernières années, les cheveux complètement blancs, les épaules courbées, comme si elle portait un poids invisible. Nos regards se sont brièvement croisés pendant la cérémonie, et il y a eu un petit signe de reconnaissance, un accord tacite de paix. Pendant la réception, Dominique s'est approchée de moi quand j'étais seule, observant les jeunes danser. Elle m'a offert une coupe de champagne, que j'ai acceptée avec hésitation. « Merci d'être venue », a-t-elle dit, sa voix tremblante de nervosité. « Ça signifie beaucoup pour Jean. » Nous sommes restées silencieuses pendant quelques instants. Deux femmes d'âge mûr unies par un passé compliqué, par des amours et des douleurs partagées. « Tu sais, » a-t-elle continué, regardant la piste de danse où Jean dansait avec sa nouvelle épouse, « je me suis toujours sentie coupable. Pendant des années, j'ai pensé à te chercher, à te dire la vérité. Mais j'étais trop lâche. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une fatigue profonde, un regret tardif qui ne changeait pas le passé, mais qui pouvait peut-être influencer l'avenir. « Gérard m'a convaincu que c'était mieux ainsi, » a-t-elle poursuivi, « que révéler la vérité ne causerait que plus de douleur, que personne n'en bénéficierait. Et je l'ai cru parce que c'était pratique, parce que cela me permettait de maintenir la vie que nous avions construite, même si elle était basée sur des mensonges. J'ai pris une longue gorgée de champagne, laissant l'alcool réchauffer ma gorge, me donnant le temps de traiter ses paroles, de décider comment répondre. Pendant longtemps, je vous ai haïs tous les deux, ai-je finalement avoué. J'ai détesté la façon dont ma vie a été manipulée, comment mes choix ont été basés sur de fausses informations, comment ma confiance a été trahie. Mais haïr est épuisant, et au final, nous sommes juste des personnes imparfaites, essayant de faire de notre mieux avec les mauvais choix que nous avons faits. Dominique a acquiescé, les larmes coulant silencieusement sur son visage ridé. « Je ne mérite pas ton pardon, » a-t-elle dit, « mais je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Je te remercie de permettre à Jean d'avoir ses frères et sœurs dans sa vie. Ils sont la meilleure partie de Gérard, la meilleure partie de tout cela. » J'ai regardé la piste de danse, où Joseph dansait maintenant avec Madeleine, riant de quelque chose que seuls les frères et sœurs partageaient. À côté d'eux, Jean et sa femme bougeaient au même rythme, tout jeunes, pleins de vie et de possibilités. « Oui », ai-je acquiescé, sentant une étrange paix s'installer dans ma poitrine. Ils le sont. Ce mariage a marqué un nouveau chapitre dans mon histoire. Pas un de réconciliation complète ou d'amitié profonde avec Dominique, mais un d'acceptation, de reconnaissance de la complexité de la vie,
des erreurs que nous commettons tous, des conséquences avec lesquelles nous devons tous vivre. Dans les années qui ont suivi, j'ai construit une vie que je n'avais jamais imaginée pour moi. Je suis retournée étudier, complétant finalement ma formation d'enseignante à 58 ans. J'ai obtenu un poste dans une école primaire à Pointe-Noire, réalisant le rêve que j'avais abandonné quand je me suis mariée si jeune. J'ai acheté une petite maison confortable avec un jardin où je cultivais des fleurs colorées et des herbes aromatiques. J'ai adopté un chien, un bâtard gentil qui me tenait compagnie pendant les nuits solitaires. J'ai rencontré de nouvelles personnes, noué de nouvelles amitiés, trouvé une nouvelle place dans la communauté. Je ne me suis jamais remariée. L'idée d'ouvrir mon cœur de cette façon, de faire pleinement confiance à quelqu'un, semblait trop lointaine, trop risquée. Il y a eu quelques intérêts romantiques au fil des ans, de brèves connexions qui ont apporté des moments de compagnie et d'affection, mais rien qui se comparait à ce que j'avais vécu, rien qui me donnait envie de tout risquer à nouveau. Joseph s'est marié en 2014 avec une collègue avocate, une jeune femme intelligente et gentille qui est rapidement devenue membre de la famille. Madeleine a terminé ses études de médecine et s'est spécialisée en pédiatrie, se consacrant à soigner les enfants dans les communautés défavorisées. Jean a eu son premier enfant en 2015, un garçon qui a reçu le nom de Gabriel, rompant avec la tradition du nom Gérard qui était passé de père en fils. Lors de nos réunions familiales, maintenant plus fréquentes et moins tendues, j'observais ces 3 jeunes adultes, mes 2 enfants biologiques et Jean, qui étaient d'une certaine façon devenus membres de notre famille élargie. Je voyais comment ils se respectaient mutuellement, comment ils avaient créé un lien qui transcendait les circonstances douloureuses qui les connectaient, comment ils avaient transformé une histoire de trahison en une histoire d'acceptation et d'amour. En 2018, Dominique est décédé après une bataille contre le cancer. Jean m'a appelé avec la nouvelle, sachant que je voudrais être présente pour soutenir Madeleine et Joseph. J'ai assisté aux funérailles, cette fois non plus comme l'ex-femme trompée, mais comme une femme qui avait fait la paix avec son passé, qui avait trouvé de la force dans sa propre histoire. Aujourd'hui, à 69 ans, je regarde en arrière et je vois le long chemin que j'ai parcouru. De la jeune naïve qui croyait aux promesses d'un amour parfait, à la femme mûre qui a trouvé sa propre définition du bonheur. De l'épouse dévouée qui vivait dans l'ombre de son mari, à la femme indépendante qui a construit une vie significative par elle-même. La découverte de la lettre dans le livre de Cantiques, ce dimanche de 2004, a été le moment le plus douloureux de ma vie. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds, comme si tout ce en quoi je croyais était balayé en un instant. Mais en regardant en arrière, je vois aussi que ce fut le début d'un voyage de découverte de soi, de force, de reconstruction. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si je n'avais jamais trouvé cette lettre. Peut-être que Gérard aurait emporté son secret dans la tombe. Peut-être que j'aurais vécu le reste de ma vie dans l'ignorance, croyant à la farce du mariage parfait, du diacre exemplaire, du mari fidèle. Aurait-ce été plus facile? Sans doute. Aurait-ce été mieux? Je n'en suis pas sûre. Ce que je sais, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a un pouvoir libérateur. Elle m'a permis de voir clairement, de faire des choix basés sur la réalité, non sur des illusions. Elle m'a permis de connaître non seulement la vraie nature de l'homme avec qui j'étais mariée, mais aussi ma propre nature, ma force, ma résilience, ma capacité à pardonner et à aller de l'avant. S'il y a une leçon que j'ai apprise dans ce voyage, c'est qu'aucun de nous n'est juste une chose. Gérard n'était pas seulement le mari infidèle, le traître, le menteur. Il était aussi le père aimant, le professionnel dévoué, l'homme qui, à sa manière déformée, essayait de faire ce qu'il croyait être juste pour tous les concernés. Dominique n'était pas seulement l'autre femme, la destructrice de foyer. Elle était aussi une mère qui a élevé un fils seul, une femme qui a vécu avec ses propres culpabilités et regrets. Et moi, je n'étais pas seulement la victime, l'épouse trompée. Je suis une femme complète, avec des défauts et des vertus, avec des rêves réalisés et d'autres abandonnés, avec des cicatrices qui me rappellent la douleur, mais aussi la guérison. Parfois, quand je suis assise sur la véranda de ma maison à Pointe-Noire, observant le coucher du soleil peindre le ciel en orange et rose,
Je pense à combien la vie est imprévisible, à combien les plans que nous faisons dans notre jeunesse se réalisent rarement comme nous l'imaginons. La petite fille qui rêvait d'être enseignante n'aurait jamais imaginé le long détour que sa vie prendrait. La jeune fiancée qui marchait radieuse vers l'autel n'aurait pas pu prévoir les larmes amères qu'elle verserait des décennies plus tard. Mais je pense aussi à combien nous sommes capables de nous adapter, de survivre, de nous épanouir même dans les circonstances les plus adverses. Comme les graines des fleurs de mon jardin, qui doivent passer par l'obscurité de la terre avant d'émerger à la lumière du soleil. Mes élèves à l'école primaire, avec leurs yeux curieux et leurs esprits avides de connaissances, me rappellent quotidiennement la valeur du recommencement, la beauté de la découverte, l'importance de garder vivante la capacité de s'émerveiller du monde. Quand je vois un enfant qui comprend finalement un concept qui semblait difficile, quand j'observe l'éclat de compréhension dans ses yeux, je sens que je suis exactement là où je devrais être. Mes nuits ne sont plus vides comme elles l'étaient dans les premières années après le divorce. Elles sont remplies de livres que j'ai toujours voulu lire et pour lesquels je n'ai jamais eu le temps, de programmes de télévision que je choisis sans avoir à considérer les préférences d'une autre personne, de longs appels téléphoniques avec mes enfants, de plans pour le lendemain à l'école, de prières silencieuses qui ne sont plus des récitations mécaniques, mais des conversations authentiques avec Dieu. Les dimanches, qui pendant si longtemps ont été dédiés à l'Église et au maintien des apparences, sont maintenant mes jours préférés. Parfois, je vais au culte dans la petite église baptiste du quartier, où je suis juste une dame de plus dans la congrégation, sans le poids d'être l'épouse du diacre, sans la nécessité d'être exemplaire. D'autres fois, je passe la journée à la maison, lisant ma Bible dans le silence du matin, trouvant dans les anciens mots de nouvelles significations, de nouvelles perspectives que seule l'expérience de vie peut révéler. Mes enfants me rendent visite régulièrement, amenant les petits-enfants. J'en ai 3 maintenant, 2 garçons et une fille, chacun avec sa personnalité unique, chacun portant sur son visage des traits de Gérard, de moi, de nos histoires entrelacées. Quand ils sont là, la maison se remplit de bruit, de rires, de petits drames enfantins, et pendant quelques heures, je sens comme si le cercle se fermait, comme si toutes les douleurs et les luttes valèrent la peine pour ces moments de joie pure. C'est curieux comment fonctionne la mémoire. Avec le passage des années, les souvenirs douloureux ont perdu une partie de leur intensité, devenant plus comme de vieilles cicatrices qui ne font plus mal au toucher, mais qui portent des histoires importantes. En même temps, les bons souvenirs, les premières années de mariage, la naissance des enfants, les moments d'intimité authentique avec Gérard, n'ont pas été effacés par la trahison. Ils restent comme une partie précieuse de mon histoire, des moments réels de bonheur qui ne sont pas moins vrais pour avoir été construits sur des fondations fragiles. Il y a des jours où je me surprends encore à penser à comment cela aurait été si Gérard avait fait des choix différents. S'il avait assumé Jean dès le début, s'il avait été honnête avec moi avant le mariage, s'il avait eu le courage de mettre fin à notre relation quand il a retrouvé Dominique. Combien de vies auraient suivi des chemins différents? Combien de douleurs auraient été évitées? Mais ces questions n'ont pas de réponse. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons pas refaire les choix. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et alerter nos moi plus jeunes des dangers à venir. Nous pouvons seulement aller de l'avant, un jour à la fois, apprenant des erreurs, célébrant les victoires, acceptant que la vie est une tapisserie complexe de bons et mauvais moments, tous nécessaires pour créer le motif complet. Quand je pense à la jeune Joséphine, la fille timide de Dolisie qui rêvait d'une vie différente, je ressens une tendresse mêlée de tristesse. J'aimerais pouvoir l'embrasser, lui dire que la vie ne serait pas comme elle l'imaginait, qu'il y aurait des douleurs qui sembleraient insupportables, des trahisons qui sembleraient impardonnables. Mais j'aimerais aussi lui dire qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imagine, qu'elle survivra à tout cela, qu'elle trouvera un bonheur différent de celui dont elle a rêvé, mais tout aussi précieux. Il y a quelques mois, j'ai reçu une visite inattendue chez moi à Pointe-Noire. C'était Jean, sans préavis, debout à ma porte avec un bouquet de lys, mes fleurs préférées, un détail qu'il a dû apprendre de Joseph ou Madeleine. « Puis-je entrer » a-t-il demandé, nerveux comme un adolescent, bien qu'il soit déjà un homme mûr, proche de 40 ans, avec des fils gris commençant à apparaître sur ses tempes. Je l'ai invité à entrer,
curieuse du but de cette visite. J'ai préparé du café, coupé un gâteau de maïs fraîchement cuit, nous avons parlé de banalités, son travail d'avocat, ses enfants qui grandissaient vite, le temps chaud de cet été. Finalement, alors que le café refroidissait déjà dans les tasses, il est arrivé à la vraie raison de sa visite. « J'ai trouvé quelque chose dans l'appartement de ma mère », a-t-il dit, sortant une petite boîte de son sac à dos. J'organisais ses affaires, décidant quoi garder, quoi donner. J'ai trouvé ceci dans un tiroir fermé à clé dans la commode. Je pense que vous devriez la voir. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes, sans savoir à quoi m'attendre. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres jaunies par le temps, toutes adressées à Gérard, toutes écrites avec l'écriture de Dominique. Et parmi les lettres, plusieurs photographies, certaines de Jean bébé, d'autres de lui enfant, adolescent, jeune adulte. Et certaines, étonnamment, de Gérard avec Joseph et Madeleine, prises à des moments où je n'étais pas présente, ou peut-être lors de visites dont je ne savais pas qu'elles avaient eu lieu. Ma mère a tout gardé, a expliqué Jean, sa voix basse, respectueuse du moment émotionnel. Chaque lettre, chaque photo, je pense que c'était sa façon de documenter une histoire qui pendant si longtemps a dû être vécue dans l'ombre. J'ai passé mes doigts sur les lettres, sur les photos, sentant le poids de l'histoire qu'elles représentaient. Une histoire d'amour interdit, de mauvais choix, de conséquences qui ont affecté tant de vies. Une histoire dont je faisais partie, même sans le savoir. « Pourquoi me donnes-tu ça ?» ai-je demandé, vraiment confuse. Ces souvenirs ne m'appartenaient pas. Ils étaient de la vie secrète que Gérard avait construite, dont j'avais été délibérément exclue. Jean a respiré profondément, choisissant ses mots avec soin. « Parce que vous méritez de connaître toute la vérité. Pas seulement la partie que vous avez découverte dans cette lettre, mais tout. Et parce que... » Il a hésité, regardant ses propres mains. « Parce que vous faites partie de mon histoire aussi, même si nous n'avons pas vécu ensemble. Vous êtes la mère de mes frères et sœurs. D'une certaine façon, vous êtes de la famille. Famille. Un mot si simple et en même temps si complexe. Un mot qui a déjà signifié pour moi un mari, 2 enfants et une maison à Dolisie. Un mot qui avait été redéfini tant de fois tout au long de ma vie. « Merci », ai-je dit, fermant la boîte. « Je regarderai tranquillement quand je serai prête. » Nous avons parlé un peu plus, de la famille, des petits-enfants, les miens par le sang, les siens par considération, tous connectés par des liens qui transcendèrent les erreurs des parents. Quand Jean a dit au revoir, j'ai ressenti une étrange paix, comme si un cercle se fermait, comme si une histoire qui avait été vécue en fragments trouvait finalement un moyen d'être racontée entièrement. Ce soir-là, après le départ de Jean, je me suis assise sur la véranda avec la boîte de lettres et de photos. J'ai ouvert chaque lettre, lu chaque mot d'amour que Dominique avait écrit à Gérard au fil des ans. Des mots de nostalgie pendant ses absences, des mots de joie pour les moments ensemble, des mots de frustration pour la situation dans laquelle ils vivaient, des mots d'espoir pour un avenir où ils pourraient être ensemble, ouvertement. J'ai regardé chaque photo, observant la croissance de Jean, voyant dans les yeux de Gérard un amour authentique pour ce fils que je n'ai jamais pu connaître. J'ai aussi vu les photos de lui avec Joseph et Madeleine, des rencontres secrètes dans des parcs, dans des glaciers, dans des lieux publics où il pouvait sembler être juste un homme plus âgé, avec de jeunes amis, pas un père avec des enfants d'un autre mariage. Je n'ai pas ressenti la colère à laquelle je m'attendais. Je n'ai pas ressenti la jalousie corrosive qui m'avait consumée dans les premières années après la découverte. J'ai seulement ressenti une profonde mélancolie pour le gaspillage de tout cela, le gaspillage d'honnêteté, de transparence, de possibilités de vie vécues dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Mais j'ai aussi ressenti une étrange gratitude. Gratitude de finalement connaître toute l'histoire, d'avoir les pièces manquantes du puzzle. Gratitude que Jean m'ait fait assez confiance pour partager ses souvenirs. Gratitude pour la vie que j'ai construite après tout, pour la force que j'ai trouvée en moi-même, pour la paix que j'ai finalement atteinte. J'ai gardé la boîte au fond de l'armoire de la chambre, non pour cacher ou nier, mais pour me donner le temps de traiter, d'intégrer ces nouvelles informations à mon récit personnel. Peut-être qu'un jour, je la partagerai avec Joseph et Madeleine, s'ils souhaitent en savoir plus sur cette partie de l'histoire de leur père. Ou peut-être que je la rendrai à Jean,
pour qu'il puisse la transmettre à ses enfants, pour qu'ils connaissent leurs racines, comprennent d'où ils viennent. La vie continue son cours, imprévisible comme toujours. Mes cheveux sont maintenant complètement blancs, mes mains montrent les marques du temps, mon corps n'a plus l'énergie de la jeunesse. Mais mon esprit est plus vivant que jamais, mon esprit plus clair, mon cœur plus ouvert. Quand je regarde en arrière, vers la longue route que j'ai parcourue, je ne vois pas seulement la douleur et la trahison. Je vois aussi l'amour, la croissance, le dépassement. Je vois une femme qui a perdu tout ce qu'elle croyait important et a découvert qu'il y avait beaucoup plus en elle qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je vois une histoire non pas d'une victime, mais d'une survivante, d'une guerrière, d'une personne qui a trouvé sa propre valeur au-delà des rôles que la société et l'Église lui avaient attribués. Et quand je regarde vers l'avenir, vers les années qui me restent, je vois des possibilités, pas des limitations. Je vois une grand-mère qui a beaucoup à enseigner à ses petits-enfants sur la résilience, l'honnêteté, le recommencement. Je vois une enseignante qui touche la vie d'enfants qui se souviendront peut-être d'elle avec affection des décennies plus tard. Je vois une femme qui a appris que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, d'un mari, d'un statut, d'une position dans l'Église, mais de l'intérieur, de la paix de vivre dans la vérité, du courage d'affronter l'inconnu, de la capacité d'aimer malgré les cicatrices. La lettre que j'ai trouvée dans le livre de Cantiques a changé ma vie pour toujours. Elle a détruit le monde que je connaissais, mais elle a ouvert les portes vers un monde nouveau, un monde que je n'aurais jamais connu si j'avais continué à vivre dans le mensonge. Ce fut douloureux, dévastateur, le genre d'expérience que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi. Mais ce fut aussi transformateur, libérateur, le genre de rupture dont nous avons parfois besoin pour découvrir qui nous sommes vraiment. Si je pouvais remonter dans le temps, sachant tout ce que je sais maintenant, aurais-je fait des choix différents? Peut-être aurais-je prêté plus attention aux signes que j'ai ignorés pendant si longtemps. Peut-être aurais-je posé plus de questions, exigé plus de transparence, fait plus confiance à mes instincts. Ou peut-être aurais-je vécu exactement de la même façon, parce que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers la douleur. Certaines forces ne peuvent être construites qu'après une destruction complète. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas défaire les choix de Gérard, ni les miens. Je peux seulement accepter ce qui s'est passé, en tirer les précieuses leçons et aller de l'avant avec la sagesse acquise en chemin. Il y a un passage dans la Bible qui m'apporte toujours du réconfort, du livre de Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pendant longtemps, je me suis demandé comment la souffrance que j'ai endurée pouvait faire partie d'un plan divin, comment la trahison et le mensonge pouvaient mener à quelque chose de bon. Mais en regardant en arrière, je peux voir que, d'une manière mystérieuse, tout m'a conduite là où je suis aujourd'hui, un lieu de paix, d'authenticité, de but. Je ne crois pas que Dieu a causé ma souffrance ou planifié la trahison de Gérard. Je crois qu'il nous a donné le libre arbitre et que parfois nous utilisons cette liberté de manière qui blesse profondément les autres. Mais je crois aussi que, même dans nos chutes les plus douloureuses, nous pouvons trouver la main de Dieu qui nous soutient, nous guide vers la lumière, nous aide à transformer même les pires expériences en opportunités de croissance. La foi que j'ai aujourd'hui est différente de la foi de ma jeunesse. Il ne s'agit plus de suivre des règles, de maintenir les apparences, de répondre aux attentes de la communauté religieuse. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, de trouver du réconfort dans sa présence, dans les moments de solitude, de ressentir de la gratitude pour chaque nouveau jour, chaque petite bénédiction, chaque opportunité d'aimer et d'être aimé. L'Église que je fréquente maintenant est petite, sans les formalités et les structures rigides de l'Église baptiste de Dolisie. C'est un endroit où je me sens accepté tel que je suis, avec mes imperfections, mes doutes, mon histoire compliquée. Un endroit où la grâce est plus importante que l'apparence de perfection, où la communauté est construite sur l'authenticité, non sur des façades. Lorsque je partage mon histoire, comme je le fais maintenant, ce n'est pas pour chercher de la sympathie ou pour diaboliser Gérard ou Dominique. C'est pour montrer
que même dans les circonstances les plus douloureuses, il y a de l'espoir. Que même quand nous sentons que notre vie est finie, que nous sommes détruits au-delà de toute récupération, il y a un chemin devant nous. Que la guérison est possible, le pardon est possible, la reconstruction est possible. Si vous m'écoutez et vous vous êtes identifié à une partie de mon histoire, soit parce que vous avez aussi été trahi, parce que vous avez aussi dû recommencer à zéro, parce que vous avez aussi découvert des secrets qui ont ébranlé les fondements de votre vie, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que votre histoire, aussi douloureuse soit-elle, ne définit pas qui vous êtes ou ce que vous pouvez devenir. Qu'il y a une force en vous que vous ne connaissez pas encore, des possibilités que vous n'imaginez pas encore, une vie au-delà de la douleur que vous découvrirez encore. Et si vous êtes de l'autre côté, si vous avez profondément blessé quelqu'un, si vous gardez des secrets que vous craignez de révéler, si vous vivez une vie divisée comme Gérard l'a vécu, je veux vous encourager à chercher la vérité, le courage, l'honnêteté. Le prix du mensonge est trop élevé, non seulement pour celui qui est trompé, mais aussi pour celui qui trompe. La liberté qui vient de la vérité, aussi douloureuse soit-elle au début, est infiniment plus précieuse que la prison dorée du mensonge. Aujourd'hui, à 69 ans, je peux regarder la femme dans le miroir et être fière de ce que je vois. Non parce que je suis parfaite, je suis loin de l'être, mais parce que je suis authentique, parce que j'ai survécu à ce que je pensais qui me détruirait. Parce que j'ai transformé la douleur en but, les cendres en beauté. Parce que j'ai appris que la valeur de ma vie ne réside pas dans l'homme que j'ai épousé, dans le statut que j'ai eu à l'Église, dans l'apparence de perfection que j'ai maintenue pendant si longtemps, mais dans la vérité que je vis, dans l'amour que je partage, dans l'impact que j'ai sur la vie des autres. La lettre dans le livre de Cantiques a tout changé. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je peux dire que cela a changé pour le mieux. Non pas parce que la douleur était petite, elle était immense, dévastatrice, le genre de douleur que vous ressentez dans les os, mais parce qu'elle m'a forcé à grandir, à changer, à devenir une version de moi-même que je n'aurais jamais connue si j'avais continué à vivre dans l'illusion d'un mariage parfait. Si je pouvais envoyer un message à cette Joséphine de 48 ans, assise en état de choc dans le salon avec une lettre tremblante dans les mains, je dirais « Ça va faire plus mal que tu ne l'imagines. Ça va sembler que le monde est fini, mais tu es plus forte que tu ne le penses. Tu vas survivre à cela. Et un jour, des années plus tard, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tu as été libérée, pas détruite. Que tu as trouvé une vie au-delà du mensonge, un bonheur au-delà de la farce, une paix au-delà de la douleur. Respire profondément, ma chérie. Un pas à la fois. Le soleil se lèvera demain, et le jour suivant, et le jour suivant. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, la guérison viendra. Mon histoire n'est pas terminée. À 69 ans, j'écris encore de nouveaux chapitres. Je découvre encore de nouvelles possibilités. J'apprends encore. Je grandis. J'aime. La lettre dans le livre de Cantiques a été un tournant, pas un point final. Et pour cela, aussi douloureuse qu'elle ait été, je suis reconnaissante. Reconnaissante pour la vérité qui, comme dit la Bible, nous a libérés. Si quelque chose dans mon histoire vous a touché, si vous avez trouvé un quelconque réconfort ou inspiration dans mes mots, je vous demande de le partager avec quelqu'un qui pourrait traverser quelque chose de similaire. Que mon parcours puisse être une petite lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre, tout comme tant d'histoires de dépassement ont éclairé le mien. Et rappelez-vous, peu importe ce que vous affrontez maintenant, peu importe combien l'obscurité est profonde ou combien le fardeau est lourd, il y a de l'espoir. Il y a un lendemain au-delà de la douleur d'aujourd'hui. Il y a une force en vous que vous ne connaissez pas encore, une résilience qui ne se révèle que lorsque tout le reste échoue. Il y a une vie qui attend d'être vécue, une histoire qui attend d'être écrite, une paix qui attend d'être trouvée. Comme je l'ai appris de la manière la plus difficile, parfois la fin de quelque chose que nous aimons est le début de quelque chose dont nous avons besoin. Parfois la plus grande douleur ouvre la voie à la plus grande guérison. Parfois, quand il semble que nous avons tout perdu, nous découvrons qui nous sommes vraiment. Et cela, mes chers, est le plus grand cadeau de tous. La vie continue, avec ses surprises, ses défis, ses petites joies quotidiennes.
Je me réveille chaque matin reconnaissante pour un jour de plus, une opportunité de plus, d'apprendre, de grandir, d'aimer. J'entre dans la salle de classe, le cœur ouvert pour mes élèves, sachant que chacun d'eux a sa propre histoire, ses propres défis, ses propres possibilités. Je rentre chez moi au crépuscule, vers mon jardin, mon chien, mon petit sanctuaire de paix que j'ai construit pièce par pièce après la tempête. Et quand la nuit tombe et que je m'assieds sur la véranda regardant les étoiles, je ressens une profonde gratitude pour le voyage, avec toutes ces courbes inattendues, ces vallées sombres, ces montagnes difficiles à gravir. Parce que c'est dans le voyage, pas dans la destination, que nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est dans les moments les plus difficiles, pas dans les plus faciles, que nous découvrons de quoi nous sommes faits. C'est dans les plus grandes ruptures que nous trouvons notre plus grande force. La lettre dans le livre de Cantiques a brisé mon monde. Mais des fissures, la lumière est entrée. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissante. Si je pouvais laisser un conseil final, ce serait celui-ci. Vivez dans la vérité, même quand ça fait mal. Aimez profondément, même en risquant la douleur. Pardonnez non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Et croyez toujours, que tant qu'il y a de la vie, il y a possibilité de recommencement, de guérison, de découverte d'un nouveau but. Mon histoire continue, comme la vôtre. Écrivons-les avec courage, avec authenticité, avec espoir. Parce qu'à la fin, c'est tout ce que nous avons, nos histoires, imparfaites et belles, douloureuses et rédemptrices, uniquement nôtres. Joséphine, 69 ans, enseignante, mère, grand-mère, survivante. Pas la femme que j'avais prévu d'être, mais exactement la femme que je devais devenir. Il y a de la beauté dans les fissures, il y a de la lumière dans les ruptures, il y a de la force dans la reconstruction, il y a de la vie au-delà de la douleur. Et cela, mes chers, est ce qui importe, à la fin. Merci d'avoir écouté mon histoire, d'avoir partagé ce moment avec moi. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qu'il illumine vos chemins, qu'il guérisse vos blessures, qu'il transforme vos douleurs en but, comme il l'a fait avec les miennes. Jusqu'au prochain récit, avec toute mon affection, Joséphine.